À quoi sert le sommet du G20 qui vient de s'achever à Hambourg et avec quels résultats? Réponse avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Thomas Gomard. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, et aussi un spécialiste de la Russie post-soviétique. Alors d'abord un mot sur l'origine du G20. C'est un sommet qui existe depuis 1999, mais je crois que les chefs d'État ne se réunissent que depuis 2008, à l'initiative de la France d'ailleurs. Absolument, ça a été au fond la réponse apportée à la crise financière de 2008, c'est-à-dire que le G20 en quelque sorte consacre le déplacement du centre de gravité géopolitique du monde, puisqu'il est basé sur l'idée du G7 qui réunissait depuis le milieu des années 70 les principales puissances occidentales et évidemment la Chine, des puissances émergentes, aux pays émergents. Et donc alors, depuis 2008, c'est effectivement devenu l'instance de gouvernance internationale assez flexible, si vous voulez, en même temps. Alors pour bien fixer les choses, on va regarder la composition de ce G20, parce qu'on parle souvent du G20 sans peut-être savoir exactement tous les pays qui y sont. Il y a l'Afrique du Sud, on va voir les pays, différents pays, on va les citer par ordre alphabétique. L'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, voilà, on les voit, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne qui est représentée en tant que telle. Il y a aussi d'autres pays qui sont invités, comme l'Espagne. Oui, c'est pour ça que je parlais de flexibilité, c'est que selon les sujets, parfois vous avez des invités extérieurs ou des thèmes qui sont comme ça posés à l'agenda en fonction de l'actualité. Alors on le voit dans cette liste, il y a un seul pays africain, l'Afrique du Sud. C'est pas beaucoup pour un continent de 500 millions d'habitants, peut-être bientôt 1 milliard ou 2 milliards à l'horizon 2050. Il y a eu deux autres présidents africains qui étaient invités cette année, le Sénégalais Macky Sall et le Guinéen Alpha Condé. L'Afrique était une priorité, mais on n'en a pas beaucoup parlé apparemment. Oui, effectivement. D'après ce qu'on lit sur la déclaration finale, les échanges ont plutôt porté sur le commerce international et sur le climat, davantage que sur l'Afrique. Et effectivement, on ne peut que constater l'insuffisante représentation des pays africains. Ce n'est pas propre au G20, c'est aussi quelque chose qui s'observe à l'ONU. Alors, comment ça fonctionne le G20? Il n'y a pas de directive ou de réglementation contraignante qui découle du G20. Ce sont des recommandations aux États, aux gouvernements. Voilà, quelles sont les conséquences? C'est plutôt, si vous voulez, un outil de gouvernance. Ça n'a pas de caractère contraignant comme ce qui peut être décidé à l'ONU. En revanche, ça fixe un cadre et des orientations. Et en ce sens, c'est très utile. C'est un format qui nécessite souvent une préparation très intense. Chaque pays a ce qu'on appelle des Sherpas, qui passent beaucoup de temps à discuter en amont des réunions, à la fois pour définir l'agenda et ensuite la phase proprement diplomatique à laquelle on a assisté pour arriver à essayer de trouver des positions communes sur des grandes thématiques régionales. Donc je dirais que c'est le mot qui me vient à l'esprit, si vous voulez, c'est le cadre. Ça offre un cadre et une direction pour les principales puissances mondiales. Alors il y a beaucoup de sommets internationaux. Est-ce qu'on pourrait dire un sommet de plus? À quoi ça sert un G20? Oui, alors en même temps, la particularité, c'est que son origine est, je dirais, économique et financière. Et puis progressivement, il a élargi son horizon. Ça a l'avantage d'exister. C'est-à-dire qu'en même temps, il met autour de la table des pays qui, dans leurs rapports bilatéraux, peuvent avoir des positions très opposées les unes aux autres. Et donc, c'est peut-être un sommet supplémentaire, mais je pense que c'est devenu un rendez-vous très utile. Alors, vous l'avez dit, il y a un menu de ce G20 en Allemagne qui est assez copieux. Le climat, la croissance mondiale, le commerce mondial, donc le protectionnisme, l'émigration, ça concerne évidemment l'Afrique, le développement, ça concerne aussi l'Afrique, la lutte contre le terrorisme, ça concerne aussi l'Afrique, sans parler évidemment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Corée du Nord. Le tout en moins de 48 heures, j'ai envie de dire, c'est pas très sérieux. C'est possible d'aborder tous ces sujets? Il y a beaucoup de bilatérales, évidemment. Voilà, ce que j'allais dire. Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer les phases préparatoires et ensuite les plénières, plus tout ce qui se passe, j'allais dire, backstage, en arrière-plan, c'est-à-dire avec toutes les bilatérales. Vous savez, la vie internationale est rythmée par ces événements et plus on se voit, plus on se parle. Alors, certains critiquent cela parce qu'on y alloue beaucoup de ressources administratives et certains pays ne sont, notamment les pays africains, pas forcément dotés pour avoir suffisamment de ressources administratives, mais en même temps, ça crée une régularité. Administrative, c'est-à-dire suivi aussi. Voilà, suivi, d'avoir des équipes capables de porter les sujets. Ça demande quand même une technicité très importante. Mais si vous voulez, ça crée une régularité de contact. C'est plus on se parle sur la vie internationale, mieux c'est. Alors Thomas Gomard, c'est un sommet qui a été marqué par la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Est-ce que c'est d'abord de la communication, ce genre de rencontre? On a l'impression que chacun d'eux parle d'abord pour sa propre, opinion publique, pour ses électeurs. C'est évidemment de la communication, au sens où nous sommes dans le cadre russo-américain, dans un rapport que je qualifierais de très psychologique. Vladimir Poutine a pris un ascendant psychologique, puisque son action, la manière dont il s'est, dont il est intervenu indirectement, voire directement dans la campagne présidentielle américaine, a modifié le regard que les États-Unis portent sur la Russie. Et à l'inverse, Donald Trump doit maintenant, d'une certaine manière, apporter des résultats concrets à son électorat. Et donc, s'il y a une sorte, effectivement, de mise en scène, toutes ces rencontres, c'est pas propre d'ailleurs à Vladimir Poutine et à Donald Trump, on le voit pour les autres grandes bilatérales, mais le G20 permet une sorte de mise en scène. On interprète beaucoup le langage corporel, par exemple, et évidemment, c'est destiné... On les voit là, tous les deux. Voilà, c'est destiné aux opinions nationales en premier lieu. Oui. Alors justement, sur l'ingérence, vous avez fait allusion sur l'ingérence supposée de la Russie dans la campagne américaine. On a deux versions très différentes à Hambourg finalement, parce que Trump dit qu'il a été très offensif sur le sujet, qu'il a recadré la Russie, et puis les Russes disent au contraire que Trump a accepté, je cite, les dénégations de Vladimir Poutine. Donc on a deux versions différentes pour un même événement. Oui, alors ça c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Je crois, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que le fait que ce sujet soit à ce point récurrent est en soi une victoire pour la Russie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la Russie a déstabilisé le système politique américain et qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'enquêtes contre le président Trump liées à ces liens supposés pour lui ou pour son entourage avec la Russie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose en termes de politique internationale très lourd de conséquences parce que ça a aussi obligé les pays européens, en particulier la France et demain l'Allemagne, de se protéger contre des formes d'ingérence venant de Russie. Au-delà de ce G20, vous diriez qu'aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la Russie sont meilleures, elles sont moins bonnes ou elles sont plus mauvaises que du temps d'Obama ? Elles se sont dégradées avec le paradoxe suivant, c'est qu'a priori les deux chefs d'État souhaiteraient les améliorer. Mais en réalité, l'appareil d'État américain est aujourd'hui très anti-russe parce qu'il considère que la Russie a exercé cette ingérence. Donc au sommet, on a des marques de possibles ententes, même si on a deux personnalités très fortes, très compliquées. Mais je pense qu'en ce qui concerne les appareils d'État, on est aujourd'hui dans une situation d'antagonisme malheureusement assez profond. D'ailleurs, à propos de relations, Poutine s'est montré assez optimiste à l'issue du sommet, notamment d'ailleurs sur la Syrie, où il a dit qu'il avait fait avancer les choses, et sur la coopération avec les États-Unis. Donc il y a des bons signes, quoi. Oui, alors je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de théâtres régionaux, comme la Syrie. Là, il fait probablement allusion à ce qu'on appelle les accords de déconfliction, c'est-à-dire de permettre aux différentes forces d'intervenir sans se gêner. Mais en même temps, je crois que vous avez en Russie une sorte d'obsession des États-Unis, au sens où le retour de puissance de la Russie, Vladimir Poutine le juge dans les yeux des États-Unis. Et à l'inverse, comme je l'indiquais, l'appareil d'État américain est aujourd'hui dans une position très aussi offensive à l'égard de la Russie. Alors sur le climat, l'isolement des États-Unis est confirmé. On a acté le retrait des accords de Paris. Mais en même temps, la concession, c'est que les États-Unis vont pouvoir continuer à exploiter sans frein, je dirais, leurs énergies fossiles et à les exporter pour d'autres pays. Alors ça, c'est tout à fait crucial. C'est-à-dire qu'effectivement, le G20 consacre l'isolement de Donald Trump. Je dis de Donald Trump parce qu'en même temps, il y a des acteurs aux États-Unis très importants qui ont rappelé, je pense par exemple à la Californie ou à des grandes entreprises qui ont rappelé leur attachement à l'accord de Paris. Mais là où vous avez raison de souligner ce point de l'accord, c'est la possibilité d'exploiter proprement les énergies fossiles. Il faut bien comprendre, et ça nous renvoie à la Russie, que nous sommes aujourd'hui dans une situation de compétition très forte, notamment pour le marché européen, entre ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié américain, et le gaz russe. Et donc il y a une compétition très forte pour que, poussée par les opérateurs américains, pour que les États-Unis... Une concession importante. Voilà, les États-Unis deviennent, si vous voulez, une puissance exportatrice majeure en termes énergétiques. Un mot quand même, Thomas Gomard, sur le rôle de la France dans ce G20, au-delà de la jeunesse d'Emmanuel Macron et de son entrée dans le club des grands.
Quel rôle la France peut jouer? Quelle carte est là? Bon, Emmanuel Macron se pose comme, au fond, le défenseur de l'accord de Paris. C'est-à-dire que c'est un des principaux résultats du mandat de François Hollande. Et le prolonge d'ailleurs. Voilà, et a annoncé d'ailleurs qu'il y aurait un sommet au mois de décembre 2017. Et je pense que c'est pour lui une manière précisément d'essayer de se placer dans une position d'intermédiaire. Il a rappelé à plusieurs fois qu'il allait essayer de convaincre Donald Trump, ce qui à mon avis n'est pas une mince affaire, et en même temps de montrer que les autres pays alimentaient la cohésion qui était née de l'accord de Paris de 2015. Donc je pense que ça va être vraiment un axe très fort de sa diplomatie pour les 5 ans à venir. En 30 secondes, la France a les moyens de sa politique sur la scène internationale? Oula, en 30 secondes, c'est très difficile parce que ça dépend. Mais plus que par rapport à François Hollande, ça tient aussi beaucoup aux hommes. Alors, ça tient aux hommes. Il y a une question d'état d'esprit, il y a une question d'attitude. Mais il y a un moment ou un autre aussi où la réalité, c'est que notre pays représente un peu moins de 3% de la richesse mondiale, à peu près 15% des transferts sociaux au niveau mondial, et donc on a un modèle qui est fragile sur le plan économique, et il n'y a pas de politique étrangère durable sans solidité économique. Merci. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France, un livre signé avec Thierry de Montbrial. Merci beaucoup. Et je signale aussi que le prochain G20 aura lieu en 2019 au Japon et le suivant en 2020 en Arabie Saoudite. Merci Thomas Gomart. Merci.